Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme. Nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de L'Amérique et vous, édition du vendredi 29 septembre 2023. Vous êtes sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC, capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous nous intéressons à la récente vague des coups d'État en Afrique et la politique du gouvernement américain vis-à-vis des putschistes. L'Afrique a besoin d'armées au service de ses citoyens, pas l'inverse, a déclaré mercredi le secrétaire d'État américain à la Défense Lloyd Austin lors d'une visite à Luanda en Angola. Mais dans les faits, certains observateurs critiquent l'attitude des États-Unis, notamment au Niger, où Washington semble accommodant vis-à-vis des putschistes. Pour en parler ce soir, nous sommes avec Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis en charge des affaires africaines. Bonsoir, Monsieur Cohen. Nous avons aussi en ligne Rinaldo Depagne, directeur adjoint du programme Afrique à l'International Crisis Group. Bonsoir, Monsieur Depagne. Bonsoir. Depuis le Cameroun, nous avons le professeur Eric Ngango Yumbi. Il est professeur agrégé des facultés de droit. Bonsoir, professeur. Bonsoir Monsieur Onfa, bonsoir à vos invités, bonsoir à vos millions d'auditeurs. Et nous avons aussi Paul Yombo, spécialiste des relations internationales, enseignant-chercheur à l'université catholique, à l'université protestante plutôt d'Afrique centrale. Bonsoir Paul. Bonsoir. Nous commençons donc cette discussion avec Herman Cohen. Monsieur Cohen, cette semaine, le journaliste, le correspondant français de France 24 a publié une tribune. Il a dit le Niger, le double jeu de la diplomatie américaine. C'est dans le titre d'une tribune qu'il a publiée. Il se basait sur le fait que le département d'État américain, selon lui, semble focaliser sur une priorité, sauver à tout prix la base de drones d'Agadez, dont la seule installation a déjà coûté plus de 100 millions de dollars aux contribuables américains. Et donc, Washington s'accommodait un peu des putschistes au Niger. Monsieur Cohen, quel est votre avis? Est-ce qu'il y a un double jeu des Américains? Non, je crois pas. Le gouvernement américain est surtout en faveur d'un système démocratique et transparent avec des élections qui sont justes et honnêtes. Mais pour chaque incident, comme il y a des intérêts dans chaque pays, donc les intérêts américains à Agadez sont très importants. Mais quand même, nous avons critiqué le coup d'État contre le président Bazoum. Nous avons déclaré que le coup d'État était illégitime. Mais quand même, nous allons rester dans nos bases à Agadez. C'est souvent une situation très compliquée. Oui, Monsieur Cohen. Alors, il y a cette base d'Agadez. Il y a aussi le fait que l'ambassadrice Kathleen Fitzgibbon a été nommée au Niger au lendemain du putsch, ce qui a pu être interprété comme un signe d'acceptation de la junte par la diplomatie américaine. Oui, on peut dire ça. Souvent, il faut faire des choix. Et les choix sont difficiles. Mais nos intérêts au Niger demandent que nous avons des relations diplomatiques avec le gouvernement du Niger. On ne peut pas faire des choses au Niger sans les diplomatiques officielle. Voilà. Alors, retrouvons Rinaldo Depagne, directeur adjoint du programme Afrique à l'International Crisis Group. Monsieur Depagne, la France, les officiels français semblent très critiques vis-à-vis des États-Unis par rapport à ce que je viens de mentionner avec Monsieur Cohen, la base d'Agadez où les Américains entendent rester, la nomination d'un ambassadeur en plein putsch. Est-ce qu'il y a une différence d'approche sur le Niger entre la France et les États-Unis? Pourquoi, selon vous? Il y a une différence d'approche sur les trois pays du Sahel qui ont connu récemment des coups. C'est-à-dire que la position américaine,
elle évolue entre deux pôles, un pôle pragmatique et un pôle de principe. Alors que les Français, sur le Niger en particulier, ont tenu jusqu'au bout une position de principe qui était intenable. La position de principe américaine, elle est due à la loi aux États-Unis qui, normalement, en cas de coup d'État, je crois que c'est depuis 1984, M. Cohen peut me corriger, et le Salvador, en cas de coup d'État, il y a normalement automatiquement une coupure de l'aide. Alors on a vu au Burkina Faso, par exemple, que cette coupure, elle était assez hésitante puisque il a fallu, je crois, 3 semaines avant que le département d'État qualifie le putsch du 24 janvier 2002 de coup d'État. Ça a entraîné le gel, je crois, de 160 millions de dollars d'aide économique et militaire. Mais en même temps, les États-Unis ont conservé une aide humanitaire dans un pays qui en a extrêmement besoin. Il faut rappeler qu'il y a plus de 2 millions de déplacés internes au Burkina, d'une part. Et d'autre part, on a une ambassadrice, Madame Clark, qui reste très active et qui reste au contact d'autorités burkinabés qui ont pas rompu complètement, mais qui sont de plus en plus réticentes à avoir des contacts avec la France, par exemple. Et si on prend le cas du Mali, il y a eu aussi une coupure de l'aide, mais il y a eu une augmentation assez importante de l'aide humanitaire américaine dans les 2 dernières années. Au Niger, vous l'avez dit, il y a quelque chose en plus, c'est-à-dire que les Américains ont une implantation militaire à Agadez dans laquelle ils ont investi, et qui leur permet aussi d'avoir un œil ouvert sur un pays qui les intéresse autant que les pays africains subsahariens, qui est la Libye. Donc voilà, les États-Unis ont une position qui est à la fois de principe et une position pragmatique. Et elles n'ont pas le même passé avec l'Afrique francophone que la France. Exactement. Qui se retrouve en première ligne et qui se retrouve extrêmement critiquée et qui se retrouve aussi bien dans un jeu politique interne où pour flatter une base de supporters, bien on tape d'abord sur la France. Sur la France. C'est ce que les gens connaissent le plus. Voilà, on vous a bien suivi, Monsieur Depagne. Merci pour ce premier jet. On retrouve Paul Yombo, qui est spécialiste des relations internationales, enseignant-chercheur à l'Université protestante d'Afrique centrale. Alors, Paul, une autre question que se pose de nombreux observateurs, c'est le fait que les Américains sont prêts à mettre sur la balance les putschs et la présence de Wagner de la Russie, la coopération avec la Russie. Concrètement, des observateurs pensent que Washington serait prêt à tolérer des putschistes qui s'engageraient par exemple à ne pas renforcer la coopération avec la Russie ou à ne pas accepter Wagner dans leur territoire. C'est votre avis? Comment est-ce que vous comprenez cela, Paul Yombo? Eh bien, si on se réfère aux déclarations du secrétaire d'État américain, encore en août 2022, la deuxième visite en Afrique, là on est au Cap, il dit bien que l'une des priorités, donc si on regarde le document qui a été publié qui réorientait la politique, le renouvellement de la politique africaine des États-Unis, il y a comme pôle central, il y a la problématique de la présence russe et de la présence chinoise. Pour reprendre ces termes, il parle de la désinformation russe et des actions malveillantes de la Chine. Donc les Américains regardent toujours l'Afrique comme un enjeu périphérique dont l'importance se croît dans leur jeu d'échecs mondial avec la Chine. Et donc, de ce point de vue-là, la priorité, c'est de limiter la capacité de nuisance de la Russie et de la Chine du point de vue des États-Unis. Et donc, il y a effectivement beaucoup de pragmatisme, il y a de la réelle politique qui entre en jeu, et là où on peut avoir une alliance qui permet de contrecarrer, ou en tout cas de limiter l'impact de la Russie ou de la Chine, les Américains seront preneurs. Voilà. Retrouvons maintenant le professeur Eric Ngago-Yumbi. Il est constitutionnaliste, professeur agrégé de droit. Alors, question pour vous, le constitutionnaliste. Les Américains et les Occidentaux condamnent le putsch, par principe, mais ne sont-ils pas un peu responsables de cette vague de coups d'État en ayant essayé d'imposer un modèle de système démocratique et constitutionnel sur le continent noir qui ne rencontre pas vraiment l'adhésion sur le terrain? Oui, je vous remercie. Donc, je ne dirais pas qu'ils sont responsables de cette vague de coups d'État,
Donc, nous avons essayé de théoriser les différents coups d'État qui ont eu lieu sur le continent africain. Il y a une première vague qui va des années 50 jusqu'à 90, dont les Occidentaux avaient une part de responsabilité parce que c'était des coups d'État idéologiques, selon que vous avez un régime communiste ou libéral, donc vous pouvez être victime de coups d'État. Donc il y a le coup d'État des années 90 qui sont liés aux questions de démocratie et les coups d'État, n'est-ce pas, qui se succèdent à l'heure actuelle, que je qualifierais de coups d'État de la troisième vague, sont liés aux questions de sécurité. Donc les Occidentaux ne sont pas directement responsables. Au contraire, je pense que c'est plutôt les armées africaines qui se réveillent, appuyées par la société civile, ce qui traduit une certaine rupture entre ces armées et les dirigeants au pouvoir. Mais ce que l'on peut reprocher, Monsieur Rinaldo l'a dit à propos de la position des États-Unis. Moi aussi, je monterai à la charge pour critiquer la position de la France par rapport à un coup d'État comme celui qui a eu au Gabon. C'est un coup d'État, mais on constate une grande condamnation au Niger, mais le coup d'État du Gabon, on ne dit rien. Normalement, j'estime que la France devait exiger du président de transition de préciser la durée de la transition, d'adopter la charte de transition de façon consensuelle. Elle ne le fait pas. Donc je voudrais critiquer également le 2 poids, 2 mesures qui est fait entre le coup d'État militaire et une catégorie qu'on n'évoque pas beaucoup, qui est celle du coup d'État constitutionnel. Le coup d'État constitutionnel, c'est quoi? C'est une opération intellectuelle, elle n'est pas physique, qui consiste pour un dirigeant de se maintenir au pouvoir en usant des artifices constitutionnels. Donc le fait, par exemple, d'adopter une nouvelle constitution, comme on a connu en Centrafrique. Vous avez vu ce qui s'est passé en Centrafrique. Le président a écarté la présidente de la Cour constitutionnelle, alors qu'il y a des décisions qui étaient contre son mandat. Alors, on n'a pas observé une réaction de la communauté internationale, notamment de la France. Je pourrais évoquer également le cas du Tchad. Il y a eu un coup d'État constitutionnel au Tchad, puisque la Constitution prévoit que, en cas de décès du président, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait normalement assurer la transition, et si ce président n'est pas là, c'est son suppléant. Donc voilà un peu ce que je reproche. Les Occidentaux ne sont pas à l'origine de cette vague de coup d'État, mais leur position est critiquable. Retrouvons l'ambassadeur Herman Cohen. Alors, les États-Unis et la France sont des alliés. Pendant longtemps, ils ont travaillé en intelligence sur le continent africain, mais il y a très clairement un rejet de plus en plus populaire de la France, un sentiment anti-français qui s'enracine sur le continent. Est-ce que, considérant cet aspect, est-ce que les Américains ne veulent pas, en quelque sorte, profiter de la situation pour eux-mêmes mener leur agenda sur le terrain? Est-ce que vous ne pensez pas que finalement, il y a une sorte de double jeu, parce que chaque pays défend évidemment ses intérêts, ambassadeur Cohen? Non, je ne suis pas d'accord. Les États-Unis n'ont pas des intérêts économiques surtout. La France a beaucoup d'intérêts économiques. Par exemple, l'uranium qui vient du Niger est très important pour la France, qui a un système d'électricité qui marche sur le nucléaire. Donc, pour la France, c'est très important dans le domaine économique. L'Amérique n'a pas des intérêts comme ça dans le Sahel. Dans d'autres régions d'Afrique, oui. Et l'arrivée du groupe Wagner est une catastrophe pour les pays qui les ont invités. Par exemple, dans la République centrafricaine, qui produit des diamants de très haute qualité, c'est le groupe Wagner qui contrôle les diamants. Parce que le groupe Wagner demande l'argent, sont des mercenaires. Donc, en général, je crois que l'arrivée des Russes dans les pays du Sahel est une catastrophe pour ces pays-là. Et les Américains sont là pour défendre leurs intérêts, c'est-à-dire contre les islamistes.
et il n'y a pas d'intérêt économique pour les États-Unis. Monsieur Rinaldo Despagne, alors il n'y a pas d'intérêt pour les États-Unis énorme, comme le dit l'ambassadeur Cohen, mais il se trouve quand même que les opinions publiques africaines sont plus tolérantes vis-à-vis des États-Unis par rapport à la France. Est-ce que ce n'est pas l'opportunité pour les États-Unis de jouer un coup aussi? Bon, ça c'est une question difficile, mais pour revenir à ce que disait Monsieur Cohen, effectivement, on a les États-Unis qui se désolidarisent un petit peu maintenant de la position française, qui est de moins en moins lisible. Et les États-Unis qui défendent toujours, Monsieur Yambo rappelait tout à l'heure la feuille de route qui a été publiée en août 2022, des valeurs de société ouverte, des valeurs de démocratie, et aussi qui continuent à surveiller l'expansion de groupes djihadistes. Il faut se souvenir qu'au Sahel, la militarisation de la diplomatie a commencé avec une opération américaine en novembre 2002 qui était la Pan-Sahel Initiative, qui a d'ailleurs relativement échoué à contrôler et à empêcher l'expansion de ces groupes djihadistes. Je ne sais pas s'il y a une volonté des États-Unis de se placer ou de reprendre la place vacante qui est laissée par la France. Je ne pense pas que cette région du monde soit pour les États-Unis une région d'intérêt premier. Je parle de la région sahélienne, de la région Afrique de l'Ouest. Maintenant, quand on prend l'Afrique en général et qu'on regarde cette feuille de route, effectivement, les États-Unis rappellent à juste titre qu'il y a en Afrique un intérêt à terme, sachant que l'Afrique sera 25% de la population mondiale en 2050, qu'elle contient à peu près 30% des ressources naturelles essentielles, des ressources minérales, essentielles, et qu'elle représente, je crois, 28% des votes à l'ONU. Donc il y a un intérêt des États-Unis en général pour l'Afrique, mais il y a un intérêt certainement moindre pour ces régions où la France dominait jusqu'alors, et les États-Unis, enfin, voient d'un mauvais œil l'arrivée ou l'implantation d'un concurrent actuellement, qui est le concurrent russe, qui peu à peu s'implante assez durablement dans plusieurs pays du Sahel et de l'Ouest. Voilà. Paul Yambo, l'objectif des bases militaires et des forces multinationales comme la MONUSCO, le G5 Sahel et autres soutenus par les Occidentaux, c'était justement de lutter contre le terrorisme. Maintenant que la France doit partir, maintenant que la MINUSMA doit partir, comme on l'a vu au Mali et tout cela, est-ce que le retrait de ces forces ne signe pas un peu un échec pour les pays occidentaux? Est-ce qu'il n'y aura pas un regain de terrorisme qui aura un impact justement pour les Occidentaux? Bon, si vous voulez, la question sécuritaire a connu plusieurs périodes. Il y a eu plusieurs événements qui, au fil des 20-30 dernières années, ont impacté la stratégie. Le concept d'Occident me pose un peu problème, mais en tout cas des pays qui sont considérés comme faisant partie donc de l'Occident. Si vous voulez, depuis le génocide rwandais en 1994, il y a une réalisation que les Nations Unies ne peuvent pas être les premiers, les first responders, les premiers responsables en cas de crise en Afrique. Et donc, ils ont accompagné la mise sur pied d'un système interne au continent. Et si on reprend la feuille de route d'Anthony Blinken, il parle bien de l'aide à l'Union africaine et de ce qu'on appelle l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine. Donc maintenant qu'il y a un recul des opérations militaires étrangères, on devrait assister logiquement à si vous voulez, à plus de présence de la part de l'Union africaine à travers les comités économiques régionales. On devrait assister avec l'opérationnalisation de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine. On devrait assister à plus de missions de l'Union africaine avec les forces africaines en attente qui, depuis 3 ans, peinent à se mettre sur pied. Donc ce vide-là devrait logiquement être remplacé par les institutions africaines, mais ces institutions-là ont leur propre défaillance qui fait que malheureusement on voit donc toujours d'autres présences étrangères avec le groupe Wagner et possiblement d'autres aussi.
Monsieur professeur Eric Ngango-Yumbi, vous êtes professeur agrégé des facultés de droit, je l'ai dit. Alors, quel système pour le continent africain, pour les pays africains, étant donné que l'une des causes des coups d'État, c'était la question sécuritaire, évidemment, mais le fait que la démocratie ne marche pas, comme l'a rappelé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies le président guinéen. Quel est le meilleur système, selon vous, qu'il faut pour les pays africains qui serait à la fois bénéfique pour nos pays et pour les relations avec l'Occident? Oui, je vous remercie. Je pense que ce n'est pas la démocratie en elle-même qui est en cause, mais peut-être les conditions d'importation de la démocratie. Donc vous savez que la démocratie, sauf dans certains pays comme le Bénin, où il y a eu une dynamique interne, a été imposée à l'Afrique dans la vague des conditionnalités des bailleurs de fonds. Donc du coup, l'Afrique a du mal à digérer des principes, des techniques qui ont mis des années, qui se sont sédimentés dans l'histoire constitutionnelle américaine ou encore française. Si je prends par exemple l'alternance au pouvoir, si on prend les États-Unis, elle a été vécue comme une pratique. C'est après les 4 mandats du président Franklin Delano Roosevelt que cela a été constitutionnalisé, notamment à travers le 22e amendement. Donc les États africains y ont adhéré en 90, mais à partir des années 2000, on a vu plusieurs États escamoter la clause limitative des mandats. Aujourd'hui encore, on voit beaucoup de chefs d'État africains reviser ou adopter de nouvelles constitutions et prétendre que le compteur des mandats sera à 0. Donc moi, je pense que la communauté internationale doit éviter d'être pharisaïque et condamner les coups d'État constitutionnels. Ce qu'il y a eu en Côte d'Ivoire était clairement un coup d'État constitutionnel. Ce qu'il y a eu au Sénégal, il y a eu une tentative de coup d'État constitutionnel dont la communauté internationale doit être plus sincère et anticiper, ne pas intervenir en cas de coup d'État militaire, mais anticiper en condamnant les coups d'État constitutionnels. Merci beaucoup, professeur. Alors, il nous reste très peu de temps. On va donner la parole pour terminer à Herman Cohen et Rinaldo Depagne. On commence par Monsieur Cohen. Alors, comment voyez-vous l'avenir des pays dans le Sahel? On a constaté que les attaques terroristes se multiplient, la France s'en va, les États-Unis ne veulent pas de la Russie. Alors, que deviennent ces pays selon vous? Je crois qu'il y a une autodéfense qui commence maintenant. Vous voyez, au Kenya, le président va envoyer des soldats pour lutter contre les islamistes dans le Sahel. Et je crois que ça, c'est l'avenir. Les Africains eux-mêmes vont organiser des autodéfenses contre les djihadistes et des autres terroristes. Monsieur Rinaldo Depagne, votre avis sur l'avenir des pays du Sahel? Je partage l'avis de M. Cohen, c'est-à-dire que les interventions internationales, même les grandes interventions régionales, c'est terminé. Et donc on voit par exemple aujourd'hui une alliance naître entre le Burkina, le Mali et le Niger. C'est plutôt une bonne nouvelle et c'est que les Occidentaux ont demandé pendant longtemps, c'est-à-dire que les Africains trouvent des solutions africaines aux problèmes africains. Eh bien là, on y est, et ça va peut-être prendre un certain temps. Et il y a aussi, il reste dans ces alliances régionales ou subrégionales, il reste toujours un problème de financement. On est en face de pays qui sont extrêmement pauvres, et la grande difficulté pour ces pays, c'est de réunir des fonds parce que la guerre, ça coûte cher. Merci donc à tous nos invités. Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint des États-Unis en charge des affaires africaines. Rinaldo Depagne, directeur adjoint du programme Afrique à l'International Crisis Group. Professeur Eric Ngango-Yumbi, professeur agrégé des facultés de droit. Paul Yombo, spécialiste des relations internationales, enseignant-chercheur à l'Université protestante d'Afrique centrale. C'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous. Mohamedou Oumfa, j'étais à la présentation. Georges Léonard Sagno, l'homme au doigté magique, était à la production. Merci à tous nos auditeurs qui ont suivi cette émission. Cette émission que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site web voaafrique.com. On reste aussi en contact sur nos différentes plateformes numériques Facebook, YouTube, Twitter, où vous pouvez retrouver l'actualité 24 heures sur 24. Dans quelques instants, retrouvez Dili Diko pour une nouvelle
nouvelle édition d'information Le Monde aujourd'hui. Au revoir.